un petit peu des généralités sur le concept de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal et des contraintes éventuelles liées à l'entrepreneuriat et à la condition féminine. Ma première question, elle s'adresse à vous trois. J'ai envie de savoir aujourd'hui comment, en tant que femme et africaine, vous arrivez à avoir une légitimité au sein de vos communautés respectives. Quand on sait que le Sénégal est un pays majoritairement musulman, à 95%, comment est-ce qu'on arrive à se faire sa place, à se faire respecter en tant que femme d'affaires? Safi. Bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. C'est vrai que, en tout cas moi en ce qui me concerne, vous savez, les industries créatives sont quand même... en fait, il y a beaucoup de challenges parce qu'en fait, elles ne sont pas prises au sérieux. Moi, je me rappelle quand je venais de commencer, les personnes qui me connaissaient me disaient, qui m'entouraient me disaient, mais c'est quand même... il faut que tu aies un job normal, oui. Qui soit accepté par tout le monde, etc. etc. Donc, va à l'école, essaie d'apprendre quelque chose. Et c'est là que j'ai décidé d'aller à l'école. J'ai fait de l'économie. Mais je suis très dure de tête. Et comme on dit, chasse le naturel et revient en gueule. Ouais. Et ça m'a suivi partout. Et puis bon, je suis restée ferme, je suis restée focus. Et après, les gens, ils finissent par vous accepter. Et voilà, c'est vraiment avec beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. Alia, tu es originaire du Niger. Nous avons longuement échangé hier sur ton parcours. Aujourd'hui, comment est-ce que tu es perçue dans ta communauté? Comment est-ce que ton côté entrepreneurial dans la mode, qui n'est pas ta formation de base, est perçu? En fait, ça a été un combat de tous les instants, et la légitimité, on va dire que j'ai dû l'arracher. Je l'ai arraché à la force de mon travail et de ce que j'ai montré. C'est-à-dire que déjà, j'aime à dire que j'ai eu 3 vies. J'ai eu d'abord la vie d'entrepreneur, enfin en tant que banquière, donc en gestion de commerce. Puis ensuite la vie j'aime à dire, desperate housewife, dans la mesure où j'ai... Pourquoi desperate? Il faut lui dire, Alia. Parce qu'en fait, j'ai suivi mon mari en expatriation, et donc j'ai vécu 3 ans en Inde et 4 ans à Singapour, où c'est vraiment le cliché de la desperate housewife, donc avec des enfants, une jolie maison. Et mon job était en fait de pouvoir occuper ma cuisinière et ma femme de ménage. Donc sachez que je sais faire les macarons, les croissants à la main. Donc, pour l'avoir fait, je sais que je ne le referai plus jamais de ma vie. Donc souvent beaucoup de gens rêvent d'avoir cette cage dorée. Et de là est venu mon premier motto, que j'aime à répéter. Il est plus important de savoir ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus, que de savoir ce qu'on veut. Et voilà. Donc j'ai eu le déclic de retourner à l'école, parce que je suis retournée étudier la mode, parce que justement cette légitimité aussi, je l'ai eue par aussi mon diplôme. C'est-à-dire que je me suis battue, je suis retournée à l'école à 31 ans, j'avais 2 enfants de 1 an et de 3 ans. Et mon mari était contre le fait que je reprenne des cours à plein temps à Singapour. Donc j'ai dû financer ces études par moi-même, avec mes économies. Ces économies venaient d'où? Vu que j'étais femme au foyer, elles venaient de mon héritage. J'avais perdu mon père et c'est donc l'argent de l'héritage de mon père que j'ai utilisé pour financer mes études. Donc il y a des sacrifices parfois. Et même je devais maintenir le fait d'être femme au foyer. Donc j'allais en cours la journée avec des jeunes filles de 16 ans. On me prenait souvent pour le professeur d'ailleurs. Et je rentrais, je gérais donc la nourriture, ainsi de suite, je mettais les enfants au lit. Et c'est là que j'allais dans la chambre d'amis et que je travaillais la nuit pour rattraper ce que les autres jeunes filles avaient fait pendant la journée. Et donc ça, quoi qu'il arrive, on ne peut pas me l'enlever. Et je sais que je me suis battue pour être créatrice. Donc même quand les gens me disent oui, tu es tailleur, j'ai dit c'est pas la même chose. Je suis designer et j'ai travaillé dur pour avoir ce titre, and I deserve it and I'm worth it. Absolument. Est-ce que c'est le même constat? Comment est-ce que tu fais pour faire face
aux inégalités, au sexisme éventuel qu'on peut rencontrer dans un pays comme le Sénégal? Bonjour à tous. Beauté. Alors moi, je dois dire que je ne me suis jamais même posé la question, est-ce que c'est parce que je suis femme que je suis inférieure? Ma place, pour moi, je la mérite. Je ne cherche pas à bousculer qui que ce soit. Je peux être en réunion avec 10 hommes, je ne suis pas intimidée parce que je considère que si je suis assise, c'est qu'on est déjà au même niveau. J'ai quelque chose à apporter. Est-ce qu'on est femme? C'est un débat qui n'existe pas chez moi. Pas du tout. Brillant. Alors, mesdames, je vous propose d'accueillir une quatrième panéliste. Je pensais que le retard était quelque chose de propre aux Congolais. Les Sénégalaises aussi sont un petit peu en retard. Dia, c'est vrai. Bon appétit, bienvenue. On applaudit. La fondatrice est Aristac, conseil, agence spécialisée dans le digital. C'est bien ça? Bonjour à tous et je m'excuse de ce retard. Il est excusé. Donc je vais dire Dalal Abdjan. Merci beaucoup, Jordan. Alors on va tout de suite continuer cet échange et on va parler à présent de financement, on va parler d'argent. On ne peut pas parler de business et d'affaires sans parler d'argent et c'est bien évidemment là où le bas blesse, c'est souvent la première difficulté qui est relevée par les entrepreneurs, et ça peu importe le domaine. Moi j'ai envie de vous demander, mesdames, comment est-ce que vous avez démarré? Le mythe du démarrage de structure à $0, est-ce que c'est une réalité? Concrètement, comment est-ce que vous avez été financé? Est-ce que vous avez été soutenu par un établissement bancaire, par vos proches ou par vos propres économies? Alia. Oui, c'est vrai que j'avais déjà commencé à un peu aborder la question. Et c'est très important en tant qu'entrepreneur avec un E de connaître vos faiblesses. Et je dis handicap, mais je ne le dis pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même potentiel de développement ou la même rapidité selon que vous êtes une jeune femme sortie d'école sans enfants vivant chez ses parents ou une mère célibataire avec des enfants, l'école à payer, la nourriture, l'électricité, ou même une femme mariée mais avec un mari, un deuxième income qui vient. Les réalités sont différentes. Ces réalités sont différentes et vous ne devez pas avoir de complexe par rapport aux handicaps que vous avez. Même si vous partez moins vite, même si vous partez moins rapidement, le parcours que vous faites, je veux dire, c'est le dollar que vous gagnez, le fait même de pouvoir payer justement l'école de vos enfants avec ce que vous avez réussi à gagner, même si vous n'arrivez pas à le réinvestir dans l'entreprise, c'est un dollar qui vaut 10 fois plus que celui qui a été pris comme ça. Donc ça, c'est très important et n'ayez jamais de complexe par rapport à ça. N'ayez pas honte. Parfois, vous voyez des gens qui avancent et qui réinvestissent beaucoup plus vite que vous. Mais c'est tout simplement parce que ces personnes n'ont pas les mêmes poids sociaux, n'ont pas les mêmes charges. Donc gardez-le à l'esprit et n'en ayez pas honte. Ne jamais comparer. Ne jamais se comparer. Dans ce milieu, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions. Qui pensent, on a l'impression qu'ils vendent, on a l'impression qu'ils avancent, mais avec des financements occultes dans tous les sens du terme. Donc voilà, n'ayez pas honte, gagnez votre argent à la tête haute. Et donc moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai financé mon démarrage au moment où j'ai divorcé. C'est le moment critique où je n'avais plus d'income, j'avais été femme au foyer. Et je suis venue m'installer au Sénégal, où ma mère vivait, mais j'ai décidé de m'installer seule, avec mes enfants. Donc, et mon mari est resté, qui était maintenant ex-mari, il s'est installé en France. Donc j'étais seule. Ce que j'ai utilisé pour vivre tout ce temps-là, pendant le lancement de ma marque jusqu'à maintenant, sincèrement, ça a été mes économies. Comme je disais, l'héritage de mon père. Donc, ce que j'ai maintenant, j'ai dû vendre les 2 seules maisons que j'avais. Je les ai vendues à 2 ans d'intervalle. Wow. 2 ans d'intervalle, j'ai tout sacrifié. Quand on vous demande, j'ai tout sacrifié pour cette marque. Et ma mère, à chaque fois, me disait, t'as fini de t'amuser, là, c'est bon, tu peux retourner en banque. C'est bon, t'as assez cousu, t'as assez joué à l'artiste. Et je disais, non, this is a life. Et je préfère, deuxième moto, je préfère des retraites d'action
et des regrets d'inaction. Alors, cher Dieu, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va, merci. Alors, comment est-ce que vous avez financé Aristark? Alors, donc Aristark, je l'ai financé à partir de mes économies aussi. Donc, j'ai fini une thèse en 2016, je suis rentrée et j'ai travaillé 2 ans dans un cabinet. Donc, j'ai mis de côté, disons, 30% de ce que je gagnais pour pouvoir après démarrer mon business. Donc, j'ai commencé vraiment avec ça et puis après, c'était pas suffisant parce que je m'en suis rendu compte au bout de 6 mois, mais ça permettait de me mettre la pression pour pouvoir vendre rapidement et continuer l'activité. Alors, je suis obligée de poursuivre malheureusement ce qu'on déroule, donc je ne peux pas adresser toutes les questions à chacune. alors je te laisse répondre. Moi, je peux donner le cas de ma conciergerie. Conciergerie, ça vous parle quand je dis conciergerie parce que souvent on se dit ah c'est celui qui tire les chaussures. Qui se trouve à l'avant des hôtels. Hein. Exactement. Alors j'ai une conciergerie. La conciergerie c'est une société de service. On a des concierges qu'on appelle un peu, on les appelle comme ça, c'est comme des assistants personnels. J'ai co-créé la conciergerie avec un associé et j'étais celle qui avait mis les premiers fonds. Ce que je veux dire, c'est que des fois, la banque n'est pas toujours le seul moyen pour injecter de l'argent dans nos sociétés. On a souvent peur, surtout en Afrique, on ne parle pas de nos projets. Ah, il va me voler mon idée. Je dis non. Moi, je n'ai pas peur de parler de mes projets parce que j'ai toujours eu des amis qui sont dans cette salle, qui me reconnaissent. Big hands, moi j'ai une équipe vraiment formidable. Quand je me lève, elles m'accompagnent, elles payent leur billet, elles me soutiennent. Quand j'ai ouvert la conciergerie et que j'étais asphyxiée financièrement, j'ai décidé d'ouvrir le capital pour dire ok, qui veut se joindre? Alors souvent on a autour de nous des amis, on a des personnes, donc arrêtez de cacher vos projets parce que quand vous en parlez, il y a peut-être une Anta Babacar qui est à côté qui peut se dire ah c'est pas bête, j'y avais pas pensé, combien il te manque? Et j'ai eu cette année, cette essence qui a injecté de l'argent. Je savais qu'on voulait faire quelque chose à un très haut niveau parce que j'avais ciblé la plus grande société du Sénégal comme client. Je savais qu'ils avaient une conciergerie à Paris et je me disais non, il faut qu'on la délocalise au Sénégal. Mais quand ils vont venir, je serai prête. Et c'est ce que je fais. Donc souvent, parlez de vos projets et demandez conseil. Et il y a toujours quelqu'un à côté. C'est bien noté. Alors, mesdames, j'ai envie de mettre un peu en relief la différence entre les deux écosystèmes du monde des affaires entre le Sénégal et le Congo. C'est tous les deux des pays africains avec de brillants entrepreneurs. Et chaque pays a ses challenges qui lui sont propres. Merci. Oui, parce que vraiment, on voulait faire pour le cœur des femmes et c'est un peu compliqué. Alors, Safietou, quel est selon toi le plus gros challenge à relever pour entreprendre au Sénégal? Alors, en ce qui me concerne, ça a été le financement. Mais en même temps, en fait, pour rejoindre ce que mes sœurs ont dit, moi, en fait, je considère que la ressource, elle est financière, mais elle se trouve aussi dans la passion et dans la détermination. Au début, je me suis dit, écoute, comment est-ce que je vais faire? Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce que j'ai comme ressource? J'ai ma passion, j'ai ma détermination, j'ai mes parents et j'ai mes amis. Et j'ai utilisé ça, en fait, dans le processus de ma création. Et puis après, il y a les financiers qui sont venus, donc la WIC. La WIC, donc je pense qu'ils ont présenté tout à l'heure, qui est représentée par Madame Evelyne George. La particularité de la WIC, je ne leur fais pas de la publicité, mais je vous dis quand même, parce que comme on a dit, les banques, elles ne financent pas, vous venez, bon, vous êtes à la fin de la journée, vous êtes ailleurs, couturière, d'accord? Et j'avais tellement été rejetée, je présentais des business plans avec beaucoup d'argent, 300 millions et quelques, et j'ai tellement été rejetée que finalement j'ai demandé
4 fois moins ou quelque chose comme ça. Donc je suis arrivée à la WIC, ils ont mon business plan et ils me disent mais pourquoi est-ce que tu demandes si peu? Alors pour moi ça a été une révélation. Parce que soit je suis rejetée, soit on me dit tu demandes trop, etc., etc. Et ce sont des gens, et puis ce sont des femmes, donc ils sont à l'écoute, en fait, des femmes entrepreneurs. Voilà. Donc le financement, définitivement, c'est ça. Mais aussi le fait de ne pas croire aux industries créatives, de ne pas penser effectivement que la mode peut se vendre. Voilà, moi, toute l'expérience que j'ai eue, en tout cas, tous les pays dans lesquels je suis partie, j'ai toujours senti que le Sénégal apportait quelque chose en plus. Parce que les gens me disent, mais c'est pas possible. Parce que moi, je suis une frustrée de la mode. Parce que je considère que la mode, c'est plat. Tout le monde fait la même chose et tout se ressemble, etc., etc. Et j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau. Et le plus gros challenge, en fait, c'est de mettre donc le pain tissé, donc ça c'est le pain tissé sénégalais, de le mettre sur des podiums internationaux. Et quand on fait des défilés, tout de suite, ça fait la différence. Donc, éventuellement travailler avec le raffia d'ici. Moi, j'aimerais bien faire une connexion avec le raffia du Congo. Voilà. Des pièces qui sont exceptionnelles, ça fait tout dont je porte aujourd'hui. Mesdames, messieurs, j'ai été sublimée par Saraya et Imara qui m'ont prêté ces magnifiques boucles d'oreilles. Alors, Alia, la prochaine question t'est adressée. Tu es originaire du Niger et tu t'es installée au Sénégal. On entend souvent dire qu'en terre sénégalaise, les hommes et femmes d'affaires sont très communautaires. Par exemple, pour un étranger qui souhaite entreprendre au Sénégal, il est préférable qu'il ait un sponsor pour pouvoir s'installer et être accepté sans difficulté. Quel est ton avis là-dessus? C'est vrai que c'était assez compliqué pour moi, dans la mesure où justement j'arrivais déjà en tant que Nigérienne, mais aussi anciennement mariée à un Français, donc j'étais plus dans la communauté française, et en plus divorcée. Donc c'est un problème assez important, la stigmatisation des femmes seules, vivant seules. Les gens se disent que ce n'est pas normal. Normalement, même la tradition au Sénégal, c'est que quand une femme divorce, elle retourne chez ses parents. Il est mal vu qu'une femme vive seule dans une maison, ils se disent que c'est pour recevoir des hommes ou autres, parce qu'il n'y a pas de justification. Et c'est vrai qu'en règle générale, le poids des charges pour vivre est trop lourd. Donc moi, une femme seule, anciennement mariée avec un blanc, excusez-moi, je parle sans langue de bois, hein, donc excusez-moi. Et donc mariée avec un blanc, et justement même par rapport à mon passé, donc en plus j'ai pas la langue dans ma poche, certains l'ont déjà expérimenté même hier soir, je crois. Et donc je dis les choses cash, et même par rapport aussi à mon parcours, et aussi, en fait moi j'ai dû me faire un prénom. C'est-à-dire que je vivais dans l'ombre de mon père, qui était, je préfère le dire tout de suite pour certains qui ne savent pas, c'est que je vis aussi au Sénégal parce que je n'ai plus envie de vivre au Niger, dans la mesure où mon père a été assassiné là-bas, il était président. Donc je vivais avec ce nom Barré Maïna Sara, et j'ai dû me faire un prénom. Donc en venant, j'ai embrassé mon anonymat. Je le vis bien et j'aime être dans cet anonymat et je me cache derrière ma marque. En fait, j'exprime mes émotions, j'exprime ma joie, ma douleur ou mes frustrations à travers ce que je crée. Donc, je suis très heureuse quand je vois des femmes qui ont acheté mes robes mais qui ne m'ont jamais vue, mais qui se sentent belles dedans, qui m'envoient des photos ou des personnes que j'ai rencontrées même maintenant. Et en fait, ma marque m'a sauvée. Ma création, en fait, de la douleur, les frustrations, parce qu'on parle, il y a des dépressions, même j'ai été dépressive en étant mariée à l'étranger. Et en fait, ma créativité m'a sauvée. Et je me sauve tous les jours en créant. On en a beaucoup parlé. La santé mentale, Halima. On n'en parle pas assez, souvent et effectivement en échangeant avec, ça fait tous été le même constat. Vos passions, vos nouveaux métiers dans l'entrepreneuriat vous ont sauvé, vous m'avez dit. Ça a été pour vous une forme d'exutoire. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu ton expérience là-dessus, ça fait tout? Oui, bien sûr. Alors, en ce qui me concerne, je considère que la dépression, c'est le mal le plus partagé dans le monde. Parce que chacun de nous va passer, même si c'est
une toute petite déprime par là. Alors, la dépression, c'est quelque chose que l'on vit seul. Tout simplement parce qu'on est stigmatisé, on n'est pas comprise, même par les gens qui sont les plus proches de nous. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais des parents, j'ai des parents donc, qui sont absolument extraordinaires, qui m'ont assisté, etc. Mais quand vous avez des parents, bon, j'ai un père qui est militaire, lui, il ne comprend pas, c'est quelqu'un de très rigide, c'est quelqu'un qui ne comprend pas du tout. Mais vu l'état dans lequel j'étais, il a compris. Avec la dépression, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. On a l'impression que c'est la fin. Donc on a besoin de vivre avec un purpose, un but, un objectif. Et moi, mon objectif, c'était Saraya. Mes objectifs étaient très clairs. Et même pendant ma dépression, en pleine nuit, je créais. Donc ça m'a donné en fait un sense of purpose. Et mes plus belles pièces, je les ai créées au plus fond de ma dépression. Okay. Je les ai créées au plus fond de ma dépression. Je pense que Halima et moi, on se comprend. Et elle a bien dit tout à l'heure, je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais tu t'imagines, tu vas parler de la dépression dans les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Donnez-lui un nom. Ils m'ont dit, mais tu t'imagines si tu parles de la dépression, comme ça dans les réseaux sociaux, dans le monde, mais personne ne voudra investir. Ben moi, j'en ai parlé à la WIC. Et j'ai dit à la WIC, je leur ai parlé de mon parcours et tout ça. Et j'ai dit aux personnes qui m'ont dit ça, les personnes qui ne vont pas accepter cette personne dans ma vie n'ont absolument rien à faire dans ma vie. Absolument rien à faire dans ma vie. Saraya et la dépression, ça va, c'est pareil, parce que c'est Saraya qui m'a sauvée. Donc à toutes ces personnes qui sont désespérées, qui ne savent pas quoi faire, effectivement, trouvez-vous une passion, parce que je vous jure que votre passion va vous permettre de rester et de survivre à tout ça. Vous êtes une la santé mentale dans la vie de l'entrepreneur avec un E. Alors moi, je suis contente d'entendre ces histoires parce que moi, j'ai un parcours plutôt scientifique. Je ne suis pas de la mode du tout. Et aujourd'hui, Aristark Conseil fait dans la technologie. Donc, on crée des applications, etc. Et cette dépression-là, je l'ai vécue aussi en tant que scientifique, donc avec un diplôme d'ingénieur, une thèse à la fin, donc enfin, à la limite tout allait bien, quoi. Mais non, tout n'allait pas bien parce qu'il y avait cette passion-là que je n'exprimais pas en fait. Donc j'ai eu un parcours, j'ai envie de dire exemplaire, mais il y avait un vide au fond de moi qui faisait que je n'étais pas épanouie. Donc je me suis retrouvée en entreprise pendant 2 ans à travailler, et je pense que mes collègues le témoigneront, j'étais pas heureuse, mais alors là du tout. Et le jour où j'ai posé ma démission pour aller faire de l'entrepreneuriat et faire que ça, bah, ça a été autre chose. Je gagnais pas la même chose, c'est clair. Mais tous les jours, je travaillais de 7h du mat à 22h du soir et j'étais pas fatiguée et je me sentais très bien. Donc, encore une fois, la passion, c'est quelque chose qui vous tire du néant en fait. C'est vrai que vous avez toutes quelque chose en commun, c'est que vous aviez des postes, on va dire atypiques. Vous travaillez en entreprise et dans de grandes entreprises. Safietou, tu as travaillé pour l'ambassade des États-Unis au Sénégal, tu étais leur économiste. Roselyne a fait une carrière à la Banque mondiale. C'est juste. Alors, vous quittez des postes, on va dire plus ou moins confortables, pour vous dédier à votre passion. Et vous êtes plus heureuse. Mais moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, si on vous offre des postes, mais des très très hautes responsabilités, est-ce que vous êtes prête à retourner dans un schéma classique? Roselyne? C'est vrai, moi j'ai étudié à Washington, j'ai fait mon MBA, j'ai travaillé à la Banque mondiale. J'ai quitté la Banque mondiale il y a peut-être, j'ai quitté pour rentrer au Sénégal il y a 12 ans. Au début, c'était pas si simple que ça, parce qu'effectivement, on se dit, on quitte le gros salaire. Encore moi, c'était pas, je rentrais pas comme ça. Je rentrais rejoindre la structure familiale. J'ai démissionné après 10 mois. Mais ce que je veux dire, c'est que
Aujourd'hui, je retourne à Washington. La dernière fois que je suis partie, il y a 2 ans, pour 3 semaines, j'ai avancé mon vol. Ça fait pitié. Je dis qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, je t'assure, sans prétention, on vaut mieux que de l'autre côté. Je dis absolument rien à envier. Tu vas à Washington, tu n'arrives même pas à voir tes amis. Même pour déposer le bébé quelque part et faire une soirée entre amis, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas de nous. On vit avec des cartes de crédit, ne voyez pas les belles maisons et les belles voitures. Même le pain, on l'achète avec des cartes de crédit, on est endetté jusqu'au cou. L'avenir se passe en Afrique, on a tellement plus d'opportunités chez nous que pour bien moins chez nous. Il faut se sacrifier. Je dis toujours que être chef d'entreprise, c'est un vrai combat, un parcours de combattant. Il faut accepter d'aller jouer aux Jeux Olympiques. Il faut accepter d'aller chercher la médaille en or, mais dans quelle discipline? Les gymnastiques. Parce que c'est des gymnastiques du matin au soir. Mais à refaire, je le referai. C'est vrai? Aucun regret? Aucun regret. Mesdames, j'ai envie de parler un petit peu de l'entrepreneuriat. Entre modernité et tradition. Et cette question est adressée à toi, Safietou. En Afrique se développe un nouveau style d'entrepreneuriat qui allie les traditions locales et les réalités du monde socio-économique. Le continent africain a une très grande particularité et concentre une importante population de jeunes qui se modernisent tout en restant attachés à des cultures locales très fortes. C'est le cas pour toi, Safietou. Est-ce que tu penses qu'en tant que femme entrepreneur, il est important pour toi de conserver des traditions qui font la marque et l'intérêt du continent pour des investisseurs? Par exemple, dans le nom de ta marque, pourquoi c'était important pour toi de garder un nom africain, d'être authentique? Alors, moi, de par mon expérience, à chaque fois que je suis partie à l'étranger, je parlais avec un accent, donc je faisais la différence. Quand je fais un défilé, je mets ce pagne tissé, je fais la différence. Je reste authentique pour les gens, donc j'apporte toujours quelque chose de spécial. Tout le monde a toujours tendance à vouloir ressembler à l'autre. Il faut toujours se distinguer et il faut rester soi, il faut rester soi-même. C'est extrêmement important. Et moi, je pense que c'est la valeur ajoutée que j'ai eue, en tout cas avec ma marque, quand je suis allée dans les podiums à l'étranger. Donc, et puis de toutes les façons, bon, mon père est militaire, je suis patriote. Pour moi, le patriotisme économique est extrêmement important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter à l'extérieur qui va changer par rapport à ce que les autres vont ouvrir? Voilà. Donc pour moi, c'est hyper important. Dis, est-ce que c'est la même chose pour vous? Vous restez rattaché à vos traditions? Et justement, comment est-ce qu'on rajoute de l'authenticité? Alors là, je vais quitter la conciergerie, je vais venir sur Naya Concept Store. Vous en avez entendu parler, je vois des sachets par-ci. Merci beaucoup d'avoir soutenu, vraiment. Dire déjà, je suis venue avec 12 créateurs du Sénégal, avec Bravo. ma sœur Safi. La première fois que j'ai envoyé l'invitation, j'ai rien dit. J'ai juste envoyé la capsule que Nicole m'avait envoyée, qui disait Level Up. Ça n'avait rien à voir avec les créateurs. Et certains m'ont dit, Roselyne, venez du Congo. Ça veut dire on va au Congo. J'ai dit oui. Ils étaient 10, malgré c'est loin, du Sénégal au Congo, c'est pas la porte d'à côté. Donc je leur dis tous vraiment un grand merci d'avoir suivi. Mais c'est ça la clé, je leur disais d'abord qu'il faut qu'on puisse nous s'ouvrir. S'ouvrir à d'autres marchés, c'était pour ça qu'on avait justement, c'est pour ça que tu voulais venir au Congo, et s'ouvrir à l'extérieur. Je dis souvent que je fais maintenant la guerre aux grandes marques, et je vois qu'ici, les Congolaises, vous portez beaucoup de grandes marques. Et je dis souvent, mais est-ce que vous connaissez M. Louboutin? Vous avez fait les bancs avec lui, vous êtes amis, il est africain. Effectivement. On doit investir dans nos marques, on doit soutenir nos marques. Complexe, on doit le laisser derrière. Aujourd'hui, je dis souvent, on aimerait voir toutes nos premières dames s'habiller avec nos marques et fièrement montrer leur tête. Nous exporter, oui, il le faut,
Et encore une fois, on n'a pas besoin d'aller, ce serait bien, c'est vrai, d'aller sur les chambres, avoir de grandes boutiques africaines, mais l'Afrique nous suffit. Je dis souvent que si on se soutient, on n'a pas besoin de quitter notre continent. Ça se passe ici. Alors, c'est vrai, mesdames, hein, oui, il faut soutenir l'entrepreneuriat féminin. Mais moi, je suis un petit peu curieuse. J'ai envie de savoir comment ça se passe au Sénégal au niveau de la politique en général. Est-ce qu'il y a des tentatives de promotion de l'entrepreneuriat féminin? Et quels ont été les succès et les insuffisances de ces tentatives? Alia. Sachant que je suis nigérienne. Est-ce qu'on peut parler du Niger? Non, je peux pas. C'est beau, mais il fait chaud. Je pense que vous devez plutôt aller. J'espère que les Nigériens ne vont pas m'entendre. Mais il vaut mieux aller d'abord au Sénégal plutôt que au Niger. Mais en tout cas, moi, en plus, c'est vrai que j'ai ce problème de légitimité, entre guillemets, dans la mesure où je considère que quand il y a des subventions pour l'industrie sénégalaise, je me dis, bon, je suis nigérienne, bon, si on doit faire la queue, mieux que je sois à la fin. Je vais faire la queue quand même, mais je vais laisser quand même les premiers aller d'abord. Mais il y a des initiatives qui ont été faites, même récemment, avec l'ADER, donc qui ont décidé, en fait, souvent on a été les enfants un peu mal aimés de l'industrie, de l'économie en général, donc il y avait beaucoup d'accompagnement dans les startups, dans les sciences, dans le digital. Voilà, mais l'industrie créative, non. Je sais que, en fait, et ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que le meilleur moyen de véhiculer l'esprit africain, c'est à travers l'industrie créative. Et quand je parle d'industrie créative, je parle de cinéma, je parle de mode, je parle d'artisanat. Aujourd'hui, même quand on pense à la France, c'est quoi? C'est Louis Vuitton, c'est la nourriture, c'est quoi? Donc nous, le meilleur moyen de véhiculer et de montrer la magie africaine, c'est vraiment à travers ce réseau-là. En plus, il y a un réseau qui est très riche en termes d'emploi. Sur toute la chaîne d'accompagnement, moi je suis fière, même quand les gens me disent tu as des vacances ou quoi, je ne pars pas en vacances. Mais quand je me couche ce soir, je sais que j'ai fait, grâce à moi, le tisserand à manger, le tailleur à manger, la teinturière à manger, la filière du coton et ainsi de suite. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut revaloriser. Et je reprends ce que dit Rosie, tout se passe ici. Les Européens même commencent à regarder l'Afrique et ainsi de suite. Nous sommes le vivier aujourd'hui. J'étais à Singapour, les Asiatiques aussi, on arrivait à un point de saturation. Nous sommes la population la plus dynamique en termes de jeunesse et en termes d'évolution du pouvoir d'achat. C'est vous l'avenir, c'est pas là-bas. Donc il faut regarder ici, ne regardez pas à l'étranger, ne regardez pas la masse production. Moi par exemple, j'ai décidé de faire un marché de niche. C'est important de connaître vos clients et de connaître votre cible. Vous pouvez vouloir une cible, mais vous ne l'aurez pas. Souvent on veut toujours ces personnes, ces tatas riches qui veulent machin, on rêve tous d'avoir ces personnes qui vont vous choquer. Mais parfois, il va se trouver que les personnes qui vont aimer votre produit ne sont pas forcément ceux-là. Il faut savoir se repositionner, il faut toujours faire un reassessment. Donc repenser la structure, repenser à ce que vous faites. Est-ce que ça correspond? Si ça ne correspond pas, qu'est-ce qui ne colle pas? Faire des ajustements. Moi j'ai commencé dans le sur-mesure parce que c'était ma passion. C'était comme ça, mais je n'en vivais pas. Ce n'était pas jouable. Et j'ai trouvé tout l'intérêt et ma structure est devenue solvable, elle est devenue bénéficiaire à partir du moment où j'ai commencé à faire du prêt-à-porter, mais du prêt-à-porter à travers justement des collaborateurs, les concept stores. Ça m'a ouvert toutes les portes et j'ai trouvé ma cible et ma clientèle. Et ma clientèle apparemment n'a pas besoin de publicité, n'a pas besoin de communication. Ils veulent des vêtements mais qui ne sont pas forcément vus partout. C'est un peu undercover. Et ça, je l'ai compris. Et donc, c'est très important pour vous de comprendre votre cible et votre marché. Et ce n'est pas forcément dans la communication et dans le social media. Et une fois que vous avez compris ça, vous êtes les maîtres de votre jeu. Et il vaut mieux un petit terrain que vous maîtrisez qu'un grand terrain que vous perdez. C'est mon avis. Justement, on est dans les motos et les conseils. Le temps imparti, malheureusement, est très court. Donc on va faire un dernier tour de table et voilà, nous sommes de nombreux et de nombreux entrepreneurs ici aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un conseil à toutes ces personnes-là qui voudraient se lancer dans le monde des affaires? On va commencer avec vous, Diem. Alors moi j'ai beaucoup de conseils, mais énormément. Nous sommes tout de suite.
Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de vraiment tester le marché, en tout cas d'y aller. C'est-à-dire quand vous avez un produit, testez-le avec vos amis, la famille, pour avoir les premiers retours en fait, qui vous permettent d'améliorer peut-être votre produit ou votre service. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'à la fin de la journée, l'objectif, c'est de vendre. On fait du business, il n'y a pas de secret. Donc, testez votre produit. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment prendre soin de son client. C'est-à-dire la satisfaction clientèle, c'est ce qui va vous permettre en fait de valider d'une certaine manière ce que vous êtes en train de faire, d'être recommandé pour la prochaine fois et d'avoir du repeat business parfois. Et donc ça, c'est vraiment important de se concentrer sur la satisfaction clientèle. Le troisième point, et après je vais laisser mes collègues y aller parce que sinon je ne vais pas me taire, c'est de prendre soin aussi de ses employés. Parce que les employés en interne, s'ils se sentent mal, en externe aussi, on le voit en fait. Donc c'est important en interne que les employés se sentent bien pour que le service qui est délivré en externe soit un service de qualité. Alors, j'aimerais, si tu me le permets, j'aimerais renforcer ce que ma sœur Rosie a dit tout à l'heure par rapport à... Parce on peut parler de donner des conseils aux entrepreneurs, mais on ne peut pas être entrepreneur si on n'a pas un marché qui ne répond pas à ce qu'on fait. Alors, moi, par exemple, par rapport au challenge que j'ai eu, un des plus gros challenges, c'est de construire une marque haut de gamme. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent pas que l'Afrique peut faire luxe et que l'Afrique peut faire haut de gamme. Je me trouve souvent dans des situations où les femmes voudraient avoir une réduction. Alors moi, j'adore porter les grandes marques, hein. Je veux dire, nous aimons tous porter les grandes marques, j'aime bien ça. Mais je me dis, si on peut dépenser autant chez les autres, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas dépenser autant chez nous? Et moi, ça m'a toujours perturbée. Alors un jour, j'étais dans une conférence en Afrique du Sud, et puis il y avait des Noirs américaines qui étaient super bien habillées, avec leurs beaux sacs, etc., etc. Et je leur disais, vous savez, moi quand j'étais jeune, et jusqu'à présent, je regarde vos clips, et vous chantez les Mercedes, les Gucci, et tout ça tous les jours. Et quand est-ce que vous allez chanter Saraya alors? Les marques africaines, quand est-ce que vous allez nous chanter? Parce qu'on fait de la publicité gratuite, mais cet argent, il ne reste pas dans le continent. Il repart et il reste là-bas. D'accord? Ça, c'est une chose. L'autre chose, en tant qu'économiste, quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait mes études là-bas. Alors, figurez-vous que le dollar asiatique, avant de sortir de la communauté asiatique, ça prend 1 mois. C'est-à-dire que l'asiatique va consommer asiatique, il va aller chez le dentiste asiatique, il va être... Chez nous, 2 heures de temps. Vous voyez? Donc, je pense que, comme je dis, il faudrait qu'on ait un marché qui réponde, qui supporte et qui croit en nous. C'est extrêmement important. Donc, par rapport au conseil, que je donnerai aux jeunes entrepreneurs, il faut être passionné de ce que vous faites. C'est extrêmement important. Parce qu'au moment difficile, vous allez rester. Si vous faites parce que quelqu'un d'autre a fait, vous ne resterez pas. Moi, c'est le Covid qui m'a permis de rester. Parce que j'étais passionnée. Et j'ai trouvé ma créativité à continuer et j'ai trouvé des choses à faire dans mon domaine. D'accord? Et parce que la passion vous fait rêver. Et la passion vous fait rester. Voilà. La passion vous fait rêver, vous fait rester. Moi, je vais essayer de faire vite. 2 conseils. En fait, beaucoup de gens ont tendance souvent à dire et si souvent les gens ne se lancent jamais. Dans la mesure où ils se disent ah si j'avais l'argent, ah moi c'est pas comme ça, cette personne avait ci pour l'aider pour démarrer, cette personne a été portée par telle personne, et si, faut arrêter. On a, comme je refais référence au handicap, on a des handicaps et parfois il y a des accidents de la route, entre guillemets, de la vie aussi qui font que nos projets sont retardés ou le projet est freiné brutalement, et je pense que beaucoup d'entre vous ont expérimenté ça avec le corona qui a bloqué énormément de choses d'un coup, du jour au lendemain, on n'aurait jamais pu l'imaginer. Maintenant, le conseil que je donne, c'est que de toute façon, la vie peut faire de vous une victime collatérale, une victime au milieu ou quoi, et trébucher, tomber. Donc, ce n'est pas votre choix, ce n'est pas votre décision d'être une victime.
Par contre, c'est votre décision de vous relever et de vous battre à nouveau. Donc ça, c'est important. Relevez-vous toujours. Parce qu'à partir du moment où vous ne vous relevez pas, vous êtes perdant. Vous êtes un perdant et là, vous n'avez aucune excuse. Face à Dieu, face à vos enfants, face à vous-même. Et c'est ça. Se trahir soi-même, je pense, est la pire des choses. Et je crois que c'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est ça. C'est se trahir soi-même. Alors, heureusement que je suis la dernière à parler parce que j'ai des choses à dire avant le conseil. Aucun problème. Sinon, on risque de ne plus faire la tournée. Tu as parlé d'initiatives sénégalaises et je dois dire que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à une structure étatique qui s'appelle l'ADER chez nous. L'ADER accompagne des jeunes entrepreneurs. Ils financent. Quand on leur a parlé du projet, ils nous ont soutenus, ils ont donné de l'argent. La GIZ, les Allemands, ont également soutenu l'initiative. Pour vous dire que l'ADER, ils ont un cap pour les hommes de 40 ans. C'est-à-dire que si vous avez plus de 40 ans, vous ne pouvez plus bénéficier de leur financement. Mais les femmes n'ont pas de cap. Juste pour vous dire que regardez chez vous. Donc il y a énormément de choses qui se font dans notre pays pour accompagner, pour structurer et développer la filière. Nous, on est dans l'artisanat, tout ce qui est, mais dans les technologies, etc. Donc merci à la GIZ, merci à l'ADER. Le conseil, je dirais, n'ayez pas peur. On ne peut pas entreprendre et avoir peur. On ne peut pas entreprendre et avoir peur de l'échec. On ne peut pas entreprendre et regarder son compte tous les jours pour regarder où je suis au rouge ou non. N'ayez pas peur, osez, ayez de la rigueur dans ce que vous faites et allez-y. Merci encore. Merci à vous, mesdames. J'ai envie de dire, Jeff, ça a été un plaisir d'être avec vous sur ce panel. Je ne sais pas si l'organisation va nous permettre de prendre quelques questions. Et là, mon regard est dirigé vers Pamela. Est-ce que je peux? Ok, on va prendre 3 questions. Oui, la dame en rouge. Flore, est-ce que tu peux m'aider là? Merci, c'est gentil. Oui, la dame en rouge. Oui, madame, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et poser votre question? Bonjour tout le monde, moi c'est Acha Rachidi, je suis la directrice générale d'Ekisha Farm, je viens des Gaumes. C'est une entreprise qui évolue dans les secteurs avicoles comme Madame Anta. Et là, j'ai été emportée par les interventions des dames et je me dis, bon, on vit dans différents pays, on n'a pas le même politique peut-être pour accompagner les entrepreneurs. Et je sais que la première des choses pour entreprendre, c'est la passion. Mais à un moment, je me dis que la passion aussi ne suffit plus. Parce que quand on est buté, on ne sait plus comment continuer. En tant que femme au foyer, comme vous l'avez dit, on a des moyens qui sont limités. Et à un moment, quand on travaille, on a besoin d'évoluer. Et si tu n'évolues pas, tu ne vas nulle part, tu stagnes et c'est toute l'affaire qui n'évolue pas. Alors, si vous pouvez nous donner des conseils pratiques vraiment pour pouvoir s'en sortir et évoluer, aller de l'autre côté. C'est plutôt, quand la passion ne suffit plus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne peut avoir d'attente de personne. Il faut dépendre de soi. Et pour moi, la passion, c'est une ressource. Et c'est cette passion-là qui m'a donné cette détermination. Et sur le chemin, j'ai rencontré des personnes qui ont voulu m'aider. C'est-à-dire qu'il faut que ça commence par ça. Et il faut que ce que vous... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut que ça ait du sens. C'est-à-dire, non seulement il faut avoir de la passion, mais aussi il faut vous adapter à votre contexte. C'est extrêmement important. Et aussi, il faut faire du business avec ce que vous avez, pas avec ce que vous n'avez pas. C'est extrêmement important. Moi, en tant qu'économiste, c'est ce que j'ai appris. Je me suis adaptée au marché sénégalais. J'ai pris toutes les forces du marché sénégalais, et j'ai tout mis dans mon modèle économique. Mais on ne peut pas aujourd'hui, parce que moi, il y a tellement de gens qui me disent « Ah, mais il faut aller à Dubaï acheter du tissu. » Pourquoi est-ce que je vais aller à Dubaï pour acheter? C'est pas soutenable. C'est pas du tout soutenable. Donc, il faudrait qu'il y ait du sens. C'est vrai que la passion, c'est important. Mais je pense aussi que la formation continue, ça aide énormément. C'est-à-dire que vous êtes dans votre business, mais toujours essayer de voir ce qui se fait à côté, enfin, lire des livres, lire des articles
se mettre à jour, c'est vraiment important et ça vous donne des idées même sur comment pivoter pour rendre votre business meilleur. Donc la passion, c'est le point numéro 1, mais la formation continue durant toute votre vie, je pense que c'est vraiment un point numéro 2 à prendre en compte aussi. Je vais rajouter juste rapidement, en fait, comme je disais, le reassessment, c'est revoir sa copie sans arrêt. Comme je dis, moi, mon modèle de départ n'était pas bon, le sur-mesure, ce n'était pas bon. Je voulais faire des belles robes, sur-mesure, bien coupées, dentelles et tout, ce n'était pas rentable. Le modèle de distribution, ce n'était pas rentable. Mais ça, je le faisais par passion. Et justement, parfois, la passion n'est pas, le côté artistique, on ne fait pas de business. Et pourtant, je sors d'une école de business. Et pourtant, je ne sais pas ce qu'ils m'ont appris, mais c'était catastrophique. Bref, il faut reassess, il faut revoir votre copie. Parfois, j'ai des modèles, on me dit pourquoi tu n'es pas ce modèle? Les gens me vont apporter. Je dis parce que ça coûte trop cher à produire. Si je dois mettre ma marge, le client n'achètera pas. J'ai envie de faire des modèles avec des trucs à la Elisa, à la fois, mais les gens sont prêts à mettre cet argent pour Elisa, mais pas pour aller à Barré. Et donc ça change. Voilà. Nous, on s'ajuste aussi à la demande, donc on fait des modèles avec moins d'ajustements pour éviter les pertes. On fait un circuit court afin d'éviter justement que les choses durent trop longtemps. Et ce qui est important aussi, on n'a pas mentionné en tout cas ici, c'est le point de cash flow. Faites super gaffe à votre cash flow. Le nombre d'entreprises qui avaient une super idée, qui avaient tout pour réussir et qui se sont plantées à un moment critique parce qu'ils n'avaient pas le cash flow nécessaire pour avancer alors qu'ils étaient au bout du tunnel, ça fait mal au cœur. Donc faites toujours attention, il vaut mieux aller doucement, un peu doucement ou ralentir à un certain moment pour ne pas se brûler les ailes. Voilà. On va prendre une deuxième question rapidement. Est-ce qu'on en a une? Salomé Assamona. Bon, déjà la santé mentale me passionne beaucoup. Je vais revenir un peu sur ça. La première question, c'est, vous avez parlé de vous, vous avez parlé de vous en tant qu'entrepreneur, mais je suppose que vous avez des employees, des employés, et que je suppose, mais comment vous faites pour prendre soin de leur santé mentale? Et deuxièmement, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, donc je ne suis pas encore entrepreneuse, et du coup, comment vous faites pour créer la culture en fait? Parce que il y a une compagnie aux États-Unis, Chick-fil-A, je pense que certains peuvent connaître. Ils ont une culture très forte. Du coup, on ne va même pas là-bas parce qu'on connaît peut-être l'histoire du boss, mais on y va à cause de la qualité qu'on a, à cause de la culture qu'ils ont créée. Alors en tant qu'entrepreneur, comme à Kinshasa ici, ça fait un moment que je suis rentrée, mais je remarque que des compagnies n'ont pas de culture. Donc c'est un peu le customer service, c'est vraiment... Et vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous faites pour communiquer votre passion à vos employés et comment vous faites pour maintenir la culture? Alors, moi, en ce qui me concerne, un jour, j'ai eu un épisode dépressif. D'ailleurs, il y a ma tata qui est là, qui peut confirmer, et je l'ai eu devant les employés. Alors, il y avait plus de sens. Je n'arrivais plus à calculer. Je disais quelque chose. Maintenant, 5 minutes après, je disais le contraire. Quand tout ça s'est passé, je les ai tous, parce qu'on est très proches, je les ai tous convoqués, on s'est assis, j'ai pris mon iPad et j'ai mis une émission sur la santé mentale, en Wolof, pour qu'ils comprennent. Et là, ils ont compris. D'abord, je leur ai posé la question, est-ce que vous avez remarqué la dernière fois que je n'étais pas bien? Ils m'ont tous dit, oui, effectivement. Donc c'est quelque chose en fait que j'ai intégré carrément dans la culture de l'entreprise. Mais ce que je fais souvent aussi, c'est du team building. Je le fais énormément, ce qui a pratiquement jamais été fait, en tout cas dans le secteur, surtout dans le secteur dans lequel je suis. Donc je les prends pendant 2 jours, je les enferme pendant 2 jours, et on fait un team building. Je les coach et on parle de tout ça. Pour moi, en tout cas, c'est très important. Roselyne, toi qui es à la tête de 3 structures et qui a de nombreux employés, comment est-ce que tu prends soin de leur santé mentale et comment est-ce que tu gères la culture de tes entreprises? Je vais répondre sans regarder Hawa parce qu'elle m'appelle l'esclavagiste. Donc je préfère ne pas rien. Aujourd'hui, par exemple, c'est que j'ai un événement de 1000 personnes à Dakar et pourtant je suis là. Je pense que les employés sont le socle de la structure. Aujourd'hui, moi j'ai une équipe qui me suit
J'ai deux de mes assistantes qui sont là, une s'appelle Linda, et je dis toujours, le jour où elle va se marier, si je l'appelle pendant que le prêtre est en train de bénir le mariage, elle va le laisser, elle va venir me répondre. Juste pour dire qu'il faut valoriser les employés, il faut être à l'écoute et former une famille avec eux, savoir que, you care, et c'est très important. Donc, je ne sais pas si je participe en tout cas à leur santé mentale, j'espère en tout cas que je ne la dégrade pas, mais je dis juste qu'il faut les soutenir, il faut les valoriser et on ne peut pas avancer sans faire avancer les gens avec qui vous êtes. Pour moi, c'est très important. 30 secondes, parce que moi, c'est vrai que je suis une femme, je vis seule avec mes 2 filles. Donc, c'est une maison de femmes, mais mon atelier n'est fait que d'hommes. Je n'ai que des hommes. On me dit non, mais pourquoi? Je dis juste si je mets une femme si je mets une femme dans la basse-cour, là, ça va être vraiment la cacophonie. Donc, c'est tout simplement pour simplifier les choses. Mais, par exemple, moi, en 5 ans de MAP, mon turnover est de 0. Les gens ne sont jamais partis parce que justement ils savent qu'on évolue ensemble et ils savent aussi que je me sens responsable d'eux et que même dans l'adversité, quand il y a eu le corona ou autre, j'ai une responsabilité que ces personnes n'aient pas à en souffrir. Donc quoi qu'il arrive, leur salaire sera là. Et s'il y a un problème, s'il y a une opération ou quoi, j'absorbe les coûts. Donc de la même manière que moi je suis mère de famille, je suis la mère de famille de mon entreprise et ces salariés sont mes enfants. Voilà. Une dernière question, oui. Merci beaucoup. C'est Madame Diarra. Je ne suis pas une femme entreprenante, je suis dans l'administration sénégalaise. Je voulais seulement dire que je suis très heureuse d'être parmi vous. Depuis hier, j'ai suivi. Et vraiment, c'était un honneur. Et j'ai vu comment Anta vraiment a magnifié le Sénégal hier. Et j'en profite vraiment pour encourager les dames qui sont là. Parce que femme entrepreneur, ce n'est pas facile dans la vie. Il y a des embûches, il y a la concurrence qui est forte actuellement. Donc, je me dis qu'il faut booster, il faut pousser. C'est ça. Il faut y croire. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, la clé de la réussite, c'est avec les femmes. C'est dans la poche des femmes. Donc, il faut se battre. Vraiment, je suis très honorée d'être parmi vous et du plaisir de suis là avec mon ambassadeur. Vraiment, il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Et merci beaucoup à Mme Nicole qui m'a convié aussi. Vive le Congo, vive le Sénégal. Je n'ai pas de question. Je voulais faire un témoignage, mais le discours de Mme Diarra me dispense de le faire. Je voulais remercier Nicole parce qu'elle renforce la coopération Sud-Sud à travers cet événement-là. Et je voulais redire à mes sœurs, mes filles, mes nièces sénégalaises à quel point je suis fière. De ce que j'ai entendu, je suis fière de ce qu'on m'a rapporté et évidemment je me glorifie de toutes les félicitations qu'on me donne. Donc bravo et évidemment je suis contente de voir ma fille personnelle. Effectivement, j'ai une maman au Sénégal. Voilà, allez, merci et bravo, bonne continuation. Alors elle n'a pas arrêté de lever la main. Très rapidement, s'il vous plaît. Au fait, c'était juste une intervention pour la dame qui demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas le faire seul. Vous voyez, ces dames, elles sont là aujourd'hui parce qu'elles se sont regroupées. Il faut vous regrouper. Et il faut aller vers votre gouvernement. Parce que leur travail, c'est de vous accompagner. Alors, il y a énormément de problèmes dans notre continent. On a trop de choses à régler. Des fois, ils veulent bien, mais ils ne savent pas comment le faire. Il faut leur montrer comment le faire. Il faut venir avec des projets. On est 10 femmes, on est 100 femmes. On veut aller à Washington. Voilà ce qu'on veut. On a besoin de ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Vous ne pourrez jamais le faire toute seule. Il faut être ensemble pour pouvoir avancer.
Voilà, et c'est sur ces mots que nous allons conclure ce panel. Je vous dis encore infiniment merci. Merci pour cette richesse culturelle, pour ces beaux parcours inspirants. Et on vous souhaite beaucoup de courage. On espère qu'on va se retrouver au Sénégal. Level up Sénégal. Sans dire merci à Nicole, parce que Nicole m'a contacté il y a quelques mois, à peine, je pense 3 mois. Roselyne, il faut qu'on fasse un événement ensemble. Et j'ai répondu, moi je ne sais pas comment on organise un événement de cette sorte en 2 mois. Je suis dans l'événementiel et j'y arrive pas. Mais chapeau. On m'a donné son nom, je n'ose pas dévoiler le secret, mais je veux juste lui dire chapeau Nicole. Bravo, on est fiers d'être ici, le Congo, on est là depuis 3 jours et on va revenir. Merci à vous.